Je profite de ces petites minutes avant le point de presse pour vous inviter à aller installer l'application Médiaté Plus. Vous vous rendez au médiaté.app pour télécharger l'application Médiaté Plus. Vous allez avoir accès à toutes vos nouvelles, plusieurs balados, plus de 20 balados régionaux qui sont déjà disponibles sur notre application. Également, l'ensemble de nos contenus vidéo s'y retrouve. Vous retrouvez également la section nécrologie, la section météo. Il y a beaucoup de contenu à cet endroit-là. Donc, vous vous rendez sur l'application Médiaté Plus pour vos contenus régionaux. Là-dessus, donc, point de presse du CISAT qui... hebdomadaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 18 février. Mon nom est Sarah Charbonneau. Je précise que les principaux enjeux qui seront abordés aujourd'hui sont tout d'abord l'état de situation épidémiologique, puis la vaccination. Pour ce faire, deux porte-paroles s'adresseront à vous. Tout d'abord, Dr Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique, puis Mme Katia Chateauvert, directrice régionale de campagne de vaccination COVID. Dr Sobanjo, la parole est à vous. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. Donc, cet après-midi, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous et de présenter les données épidémiologiques et de pouvoir répondre aussi à quelques questions. Donc, dans les dernières 24 heures, nous avons eu 9 nouveaux cas qui se sont ajoutés à notre bilan régional pour amener le chiffre total depuis le début de deuxième vague à 611 cas. Le cas de les dernières 24 heures, 8 se sont ajoutés dans l'MRC d'Abitibi, alors que le 9e est dans l'MRC d'Abitibi-Ouest. Nous avons actuellement 50 cas actifs, dont 50 dans l'MRC de l'Abitibi. Nous avons toujours une personne hospitalisée aux soins intensifs. Nous n'avons pas eu de nouveaux cas associés à l'éclosion de l'école de Landrien depuis 5 jours. Aussi, il faut se rappeler que dans les derniers jours, nous avons eu 2084 dépistages, donc près de 300 tests ont été réalisés par jour. Donc, la semaine dernière, la demande a été faite pour savoir le bilan et le portrait de nos cas, quelle proportion sont des personnes avec des symptômes et ceux qui n'ont pas de symptômes. Donc, on va prendre quelques minutes pour vous présenter ces données-là. Donc, ce qu'on voit dans le premier graphique à gauche, donc dans la tête à gauche, on peut voir la proportion. Donc, de nos 611 cas, 22% n'ont pas eu de symptômes. Encore une fois, je vais devoir vous prier d'interpréter ces données avec prudence parce que des fois, lorsque l'enquête va être faite, la personne n'a aucun symptôme, mais il se peut que plus tard, dans le cours ou dans l'épisode de son isolement, la personne peut développer des symptômes. Mais en général, 22%, lorsqu'on a reçu leurs résultats positifs, n'avaient aucun symptôme pour la COVID, alors que 78 avaient déjà des symptômes. Également, on peut voir dans le bas, le graphique à droite, que le bas en bleu foncé sont pour des personnes qui ont présenté des symptômes lors de l'enquête, alors que le bas gris sont pour des personnes qui n'ont pas de symptômes. Donc, on peut voir que plus de femmes ont présenté les symptômes que les hommes. Et ce qui peut expliquer ça, c'est que normalement, les femmes ont plus tendance, dès qu'ils ont des symptômes ou qu'ils sont malades, d'aller consulter. Alors que souvent, les hommes, c'est lorsque soit leur conjointe ou quelqu'un de l'entourage qui est une femme a un résultat positif, lorsqu'on va faire le dépistage, on va trouver ces personnes-là. Encore une fois, ça se peut que plus tard, ils ont développé des symptômes. Aussi, lorsqu'on regarde par l'âge, par groupe d'âge, on peut voir que la majorité on voit que le bas jaune, le plus pâle, sont ceux qui n'ont pas de symptômes, alors que le rouge foncé, c'est ceux qui ont présenté des symptômes. Donc, on voit qu'à partir et le groupe d'âge, ça augmente en allant vers le côté droit. Donc, on peut voir que les 0
à 9 ans et les 10 à 19 ans sont souvent asymptomatiques, alors que plus qu'on vieillit, plus qu'on va dans le groupe d'âge, on voit qu'ils sont plus tendance. Donc, les personnes plus âgées ont plus tendance à présenter avec des symptômes. Donc, ça, c'est un topo rapide de nous donner des deuxièmes vagues en lien avec la COVID. Maintenant, un petit rappel sur les indications de dépistage. Donc, les personnes qui présentent des symptômes, donc si quelqu'un présente des symptômes de fièvre, la toux, de difficultés respiratoires, une perte d'odorat ou de goût sans congestion nasale, de mal de gorge, des courbatures, des fatigues ou des diarrhées, et de nausées et de vomissements, ce sont des symptômes qui peuvent être la COVID. Donc, on prie ces personnes d'aller prendre un rendez-vous et d'ailleurs, ça peut se faire vous-même en allant sur le site web. Vous pouvez consulter la plateforme, le site pour prise de rendez-vous vous-même en allant sur notre site CISAT et vous allez voir le lien. Il y a même un document qui vous explique comment le faire pour pouvoir prendre le plage horaire qui vous convient et de ne pas éviter de délai. Pour ceux qui ont des difficultés à le faire en ligne, ils peuvent appeler leur ligne régionale pour accéder au rendez-vous. Mais on vous prie de ne pas appeler pendant le période entre 8 et 10 heures. Ça se peut que si vous appelez entre 8 et 10 heures le matin, il se peut que ça va prendre un peu plus de temps parce que la majorité, il y a beaucoup plus d'appels entre 8 et 10 heures chaque jour, surtout les jours ouvrables. Mais vous pouvez le faire vous-même en ligne. Les personnes également qui ont été en contact avec une personne qui a reçu un résultat positif de la COVID aussi peuvent aller passer un test. Souvent, majoritairement, la santé publique va appeler ces personnes-là. Mais des fois, il se peut qu'avant d'arriver à vous appeler, parce que probablement la personne qui a reçu des résultats a oublié de mentionner votre nom, donc c'est possible aussi d'aller passer un test si vous pensez ou si vous savez avoir été en contact dernièrement avec quelqu'un qui a reçu un résultat positif. Aussi, pour plusieurs raisons, des fois, surtout parce que dernièrement, on a vécu une transmission plus importante et on veut être en mesure de freiner la transmission. Donc, nous, on demande plus des tests de dépistage. Donc, on refait plus de personnes et aussi, des fois, on déploie une clinique mobile comme on a fait à Londrien et c'est ouvert à toute personne asymptomatique avec des symptômes, sans symptômes, avoir eu contact ou pas, pour nous aider à mieux identifier ou suivre la tendance de transmission au sein de notre région. Le fait qu'on demande à quelqu'un d'aller passer un test de dépistage n'implique pas automatiquement que cette personne devrait être en isolement pendant 14 jours. Des fois, on demande spécifiquement un test juste pour confirmer que la personne n'était pas exposée, alors que des fois, on demande à des personnes qui ont des contacts et qui doivent compléter un isolement de 14 jours, aussi aller passer un test. Donc, c'est important de ne pas se comparer et de respecter des consignes que vous avez reçues directement de la santé publique sans demander à votre voisin ou votre ami ou votre conjoint ou votre soeur qu'est-ce qui est arrivé avec toi. Parce que chaque situation peut être différente et les consignes sont ajustées selon les informations recherchées et les interventions nécessaires par la santé publique. Donc, aussi, cette semaine, nous avons émis plusieurs communications à l'effet des consignes à respecter lorsque vous avez reçu les recommandations d'être en isolement. Donc, si la santé publique place quelqu'un en isolement, c'est important que cette personne s'isole de la reste de la maisonnée. Si ce n'est pas possible, parce que c'est un jeune enfant qui doit se faire manger par ses parents, ça veut dire que les parents et les enfants et les personnes qui sont dans la maison doivent s'isoler afin d'éviter une transmission, c'est-à-dire si la personne qui est en isolement devient positive, on ne veut pas que les autres membres de la maison amènent l'infection soit dans leur école ou leur milieu de travail. Donc, si ce n'est pas possible de s'isoler à l'intérieur d'une maisonnée, c'est important que toute la maisonnée demeure en isolement. Dernièrement, c'est que la semaine dernière, nous avons eu confirmation de 2 cas de variants associés à une éclosion début janvier. Par la suite, nous avons envoyé des échantillons pour des tests de séquençage au laboratoire de santé publique de Québec. Aujourd'hui aussi, en lien avec l'éclosion à l'école de Landrien, nous avons également envoyé des échantillons pour séquençage.
Premièrement, nous avons reçu des résultats parce que le séquençage est plus long et va prendre plus de temps. Toutefois, nous avons reçu des résultats préliminaires de criblage pour ces échantillons. Donc, nous avons envoyé plusieurs échantillons, mais nous avons reçu des résultats pour 40 échantillons. 23 de ces échantillons sont associés à l'éclosion de début janvier, alors que 13 de ces échantillons sont associés à l'éclosion en cours à l'école de Landrier. Et nous avons reçu des résultats que ces cas-là sont des cas probables liés à une infection associée à un variant. Donc, c'est probable parce que c'est des résultats préliminaires. Nous attendons toujours des résultats des séquençages pour confirmer qu'il s'agit vraiment d'un variant et de quel type de variant s'agit-il. Pour l'instant, les données préliminaires de criblage nous informent que c'est probable que ces 40 échantillons sont liés à une infection associée à un variant. Un dernier élément, c'est en lien avec le restaurant. Donc, nous avons transmis des informations parce que nous avons reçu beaucoup de questions en lien avec qui a droit et quelles sont les règles ou des mesures à respecter lorsqu'on va dans un restaurant ou les salles à manger qui sont ouvertes dans notre région. Donc, on tient à préciser que les restaurants sont ouverts dans les zones oranges et c'est clairement indiqué, comme c'est indiqué sur le site québec.ca, les restaurateurs doivent valider, ils doivent s'assurer que pour accéder aux salles à manger, sauf pour des restaurations rapides, il faut une réservation, il faut une validation des preuves de résidence dans la région où l'établissement se trouve. Donc, les restaurants qui se trouvent en Abitibi-Témiscamingue doivent valider leur preuve de résidence des personnes qui demandent une réservation. Ces personnes doivent être des personnes qui demandent, qui résident, qui ont une preuve de résidence en Abitibi-Témiscamingue. D'ailleurs, il ne faut pas qu'on ait plus de 2 adultes assis autour de la même table. Et aussi, chaque table, ils doivent garder une distance de 2 mètres entre les tables. Pour l'instant, les rassemblements ne sont pas permis, soit dans un lieu, une salle louée ou dans un restaurant. Donc, c'est important que chaque table soit au moins à 2 mètres. Donc, ça fait le tout. Aussi, on est avec les semaines de relâche. Ça va être d'autant plus important, surtout avec les informations que nous avons eu plusieurs cas, au moins environ 40 cas associés probablement associés à des variants. C'est important, ça démontre encore plus important de respecter des consignes et de demeurer au sein de notre bulle familiale. Lorsqu'on parle de bulle familiale, on parle de personnes qui sont domiciliées aux mêmes adresses. Je sais que ça pourrait être intéressant et on veut rencontrer les autres membres de nos familles élargies, on veut pouvoir passer du temps avec nos soeurs, nos frères, nos parents, mais ce n'est pas le temps pour ça. Il faut, si on doit aller faire des choses à l'extérieur, il faut respecter les distances de 2 mètres et lorsque cela n'est pas possible, il faut faut porter nos couvre-visages. On doit être vraiment vigilant. On peut continuer à profiter de vie, on peut continuer à faire nos choses si on respecte les mesures, si on collabore. On peut freiner la transmission, mais c'est important et chacun doit faire sa part. Merci beaucoup. Merci, Dr. Sabanjo. Madame Châteauvert, je vous invite à poursuivre. Oui, bonjour tout le monde. Merci, Madame Charbonneau. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je vais préciser mon nom et mon titre. Donc, Katia Châteauvert. Je suis directrice régionale de la campagne de vaccination COVID-19 au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, nous allons commencer à faire un état de situation. Donc, Sarah va nous projeter des petits tableaux. Désolée, ça ne sera pas tellement long. Non. Donc, pour commencer, au niveau de la vaccination, vous dire que ça va bon train en Abitibi-Témiscamingue. Nous avons actuellement 9001 personnes vaccinées, donc ce qui est un pourcentage de 6,1 de la population. Puis, je précise que nous sommes actuellement dans la vaccination de la première dose.
Au niveau d'un bilan un petit peu plus précis, donc vous voyez que la clientèle visée au niveau des priorités, nous avions les résidents en CHSLD et en ressources intermédiaires. Donc, on a vacciné 883 personnes, ce qui est une couverture vaccinale de 92 %. C'est actuellement terminé en Abitibi-Témiscamingue. Au niveau des travailleurs de la santé, on a 3 872 personnes de vaccinées. Puis, on parle de travailleurs de la santé du public, c'est-à-dire de l'établissement 6 de l'Abitibi-Témiscamingue et aussi de privés, entre autres des employés des ressources pour personnes âgées. Ensuite, la clientèle qui sont les résidents pour les résidences pour personnes âgées RPA. On a vacciné 1900 personnes, ce qui est une couverture de 82 %. Et cette vaccination-là est aussi terminée pour l'Abitibi-Témiscamingue. Nous avons maintenant les communautés isolées qu'on a vaccinées jusqu'à maintenant 2158 personnes, qui est une couverture dans le fonds vaccinal de 58 %. Je tiens à préciser que pour les communautés isolées, nous sommes encore en vaccination en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça suit son cours, ça devrait être terminé au début de la semaine prochaine. Ensuite, si on y va avec la pointe de tarte, donc on a 43 % que c'est des travailleurs de la santé qui ont été vaccinés. Ensuite, les communautés isolées, 24 %. Des résidences personnes âgées, 21 %. Les résidents de CHSLD et ressources intermédiaires, 10 % et les proches aidants et autres, chacun 1 %. Donc, ça fait état du bilan de la vaccination. Je tiens à repréciser, dans le fond, que nous vaccinons selon une priorisation de la clientèle qui est établie au niveau provincial. Donc, en première priorité, nous avions les résidents de CHSLD, ressources intermédiaires, ressources personnes âgées. Les ressources intermédiaires, à préciser que c'est pour les personnes âgées aussi, parce qu'on a d'autres ressources intermédiaires qui ne sont pas dans la priorité 1. En priorité 2, on a les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux qui sont en contact ou susceptibles d'être en contact avec des usagers à proximité. En priorité 3, nous avons les personnes qui vivent en résidence privée pour aînés, c'est-à-dire les RPA. En priorité 4, les communautés éloignées et isolées. Donc, on fait référence ici aux communautés autochtones. En point 5, les personnes âgées de 80 ans et plus. En 6, personnes âgées de 70 à 79 ans, 7, personnes âgées de 60 à 69 ans, 8, adultes de moins de 60 ans atteints de maladies chroniques augmentant le risque de complications de la COVID-19, 9, adultes de moins de 60 ans sans facteur de risque, mais assurant des services essentiels et en contact avec des usagers. Et en catégorie 10, bien là, on sera rendu au reste de la population adulte. Je tiens à préciser que nous sommes actuellement en train de finaliser la vaccination pour le personnel qui sont des travailleurs du réseau de la santé en priorité 2. Donc, nous sommes à préparer actuellement la vaccination pour les personnes âgées de 80 ans et plus. Puis, nous sommes sur le point d'envoyer un avis populationnel à cet effet. Donc, peut-être vous préciser que nous avons reçu un plateau de vaccins aujourd'hui dans le secteur d'Amos. Donc, nous sommes actuellement en vaccination du personnel. Nous attendons une confirmation pour un deuxième plateau la semaine prochaine. Et pour le moment, dans le fond, c'est pas mal les informations que j'aurais à vous transmettre. Merci beaucoup. Nous en sommes à la période de questions. Une première question nous provient de Martin Guindon de Lexis Media, qui s'adresse à Dr Sobanjo. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'éclosion de nouveaux cas depuis les 5 derniers jours, mais la plupart des cas confirmés des derniers jours étaient pourtant des personnes ayant eu des contacts avec les personnes qui avaient eu un résultat positif et qui étaient en isolement. Donc, d'où proviennent ces cas? Merci beaucoup pour votre question. Donc, quand je mentionne qu'aucun nouveau cas associé à l'école Landrien, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un nouveau élève qui a reçu le résultat positif ni un employé, donc spécifiquement lié à l'école.
Toutefois, nous avons eu d'autres cas qui sont associés, c'est-à-dire deuxième génération, troisième génération. Donc, un élève de l'école que, par exemple, quelqu'un de son entourage et par la suite, cette personne de son entourage, quelqu'un de son entourage. Donc, on est actuellement dans deuxième, troisième génération de transmission, mais les personnes des derniers jours ne sont pas directement liées à l'école de Landrier. Merci. Une seconde question de M. Charles Laferrière de Bell Media. Vous avez parlé tantôt du variant, que certains cas à l'école landrienne, ce serait probablement des variants selon les résultats préliminaires. Est-ce que ça vous inquiète à la santé publique et est-ce que ça affecte le plan un peu de certaines choses, autant au niveau vaccination que détectage de virus? C'est le virus, fait techniquement, on demande quand même aux gens de s'isoler, mais est-ce qu'au niveau vaccination et tout le processus, ça change quelque chose? Merci pour votre question. Pour l'instant, il n'y a pas de changement en lien avec la vaccination. Ce qui est important, ça va être plus de voix parce que comme vous pouvez constater, oui, on a encore des cas, mais la situation est mieux que ça a été en janvier. En janvier, on a réussi à freiner la transmission, mais on a eu déjà beaucoup de cas. Donc, on a eu 20, 30 cas à jour. Mais cette fois-ci, étant donné qu'on était en vue de réagir assez rapidement, on a pu freiner la transmission. Oui, il y a encore des cas, mais la situation est en train de se stabiliser. Donc, une chose qu'on sait, c'est que les mesures qu'on met en place, ça fonctionne. Aussi, la collaboration de la population, ça fonctionne. Oui, on va amener la vaccination. Oui, on va arriver à le faire. Mais pour l'instant, on a un nombre de vaccins limité à travers la province. Donc, nous, dès qu'on reçoit des vaccins, on va l'utiliser comme il faut. Mais il faut se rappeler que le vaccin lui-même, ça prend du temps. Donc, lorsqu'on est déjà en éclosion, c'est trop tard. Donc, on doit agir en amont pour prévenir la transmission au sein de notre région. Prochaine question, Mme Annie-Claude Luneau, Radio-Canada. Oui, à nouveau, la question des variants. J'aimerais que vous nous réexpliquiez un peu la différence entre le criblage et le séquençage et qu'est-ce que le criblage nous dit exactement que ne peut pas nous dire le séquençage et vice-versa. Donc, merci beaucoup pour votre question. Avant d'aborder la différence entre le criblage et le séquençage, je vais quand même préciser que le variant qu'on a déjà détecté sud-africain, on ne le sait pas encore si ces nouveaux cas sont vraiment des variants et si c'est le variant sud-africain, mais quand même, c'est qu'on sait que c'est toujours les mêmes symptômes. Donc, les symptômes ne sont pas différents. C'est la même fièvre, tout fatigue, mal de gorge. Et aussi, à l'heure actuelle, ils ne sont pas causés maladie plus sévère. Donc, maintenant, qu'en est-il pour le criblage comparé au séquençage? Séquençage est plus exhaustif. Le séquençage, il prend l'échantillon et il va regarder gène par gène. Donc, il essaie je ne sais pas si vous vous souvenez, des fois, il y a cette joue qu'on fait, qu'il y a deux images et tu essaies de trouver la différence. Donc, le séquençage passe à travers pour voir exactement qu'en est-il pour chaque gène. Donc, il va pouvoir détecter l'endroit où il y a une mutation. C'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps. Le séquençage, l'avantage, c'est que s'il y a un nouveau variant, le séquençage nous permet de le détecter parce qu'il va pouvoir dire, dans le souche initiale, à tel endroit, voici ce qu'on trouve normalement, mais dans cet échantillon, voici ce qu'on trouve. Donc, le séquençage permet de détecter de nouveaux variants et d'identifier spécifiquement quel variant on est en face. Le criblage, par contre, est plus rapide. C'est comme un test PCR. Il y a des endroits que ça peut remplacer même le test qu'on fait normalement actuellement. Mais le désavantage du criblage, c'est que le criblage est programmé pour détecter les 3 variants. Donc, c'est fait en sorte que si le résultat sort, ça peut être un des 3 variants déjà connus. Mais il ne peut pas nous dire lesquels. Et aussi, ça peut être un faux positif. Ça peut sortir comme ça ressemble au variant, mais c'est lorsqu'on va aller passer avec le séquençage, comme on passe un à la fois, on va détecter, mais finalement, c'est exactement pareil. Donc, le criblage nous a détecté quelque chose qui peut. Donc, le criblage
Et quick, ça c'est rapide, ça nous donne des informations rapides pour nous informer. Voici, vous êtes face à quelque chose de probable. Donc, si on a des interventions à ajuster ou adapter, ça peut permettre ça. Alors que le séquençage nous aide à confirmer. Par exemple, le séquençage va nous permettre de pouvoir dire la souche de janvier, c'est aussi celle qu'on trouve aujourd'hui ou c'est différent. Toutes ces informations-là vont venir par les résultats des séquençages. Merci. La prochaine question provient d'un auditeur du webinaire et qui demande « Lorsqu'on constate qu'une entreprise ne respecte pas les mesures sanitaires, que pouvons-nous faire? » Donc, merci beaucoup pour la question. Donc, les règlements ou les mesures auxquelles les entreprises sont assujetties, c'est sous la responsabilité de la Commission des normes exécutives et santé et sécurité au travail. Donc, c'est la commission, le CNESST, qui est responsable. Donc, c'est aux autres qui gèrent. Donc, s'il y a des constats qui laissent croire que les mesures qui doivent être mises en place dans un milieu n'ont pas été respectées, aux autres, ils peuvent agir. Deuxièmement, dans certaines circonstances, donc si on rentre dans un restaurant et on voit que le table doit être à 2 mètres ou il doit avoir des choses qui se séparent ou on constate qu'il n'y a pas de registre, ça, ce n'est pas la commission nécessairement qui gère ça parce que ça touche la clientèle. Dans ces situations-là, il faut le signaler soit à la santé publique ou aussi à la SQ parce qu'aux autres aussi, ils ont la capacité de faire appliquer les mesures de la santé publique. François Munger de Médiaté. Je veux revenir sur le cas de Landrienne, de l'éclosion à l'école de Landrienne. J'aimerais savoir, est-ce que l'ensemble de l'enquête épidémiologique est terminé? Et si oui, est-ce qu'on a considéré le transport scolaire dans la balance? On semble me dire qu'il y a des élèves qui avaient été identifiés comme positifs dans certains autobus, que l'information s'était peut-être pas rendue au niveau autant du transport scolaire que des parents d'enfants dans ces autobus-là. J'aimerais voir avec vous. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Donc, première chose, l'éclosion est toujours en cours, même si je vous ai dit que ça fait 5 jours qu'on n'a pas eu de nouveaux cas directement liés à l'école de Notre-Dame de Fatima de Landrienne. L'éclosion est toujours en cours. Deuxième élément, il y a plusieurs élèves, presque toute l'école est en isolement actuellement, en lien avec qu'est-ce qui se passe. Oui, je sais qu'il y a eu le transport scolaire qui, des fois, peut regrouper d'autres élèves, mais les informations, parce que pour notre évaluation, on considère les endroits, la date, le temps. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont mis dans l'évaluation qui permettent de pouvoir identifier ou amener des recommandations selon le niveau de risque d'exposition. Toutefois, on a invité toutes les personnes qui pensent avoir été exposées. Donc, les parents de ces élèves qui pensent que oui, moi, mon enfant était dans l'autobus scolaire dans lequel il y a un cas, peuvent toujours aller passer un test. Et si jamais nous avons des résultats de cette telle sorte, on peut toujours réviser notre évaluation qu'on a fait d'emblée. Merci. Une question de Lily Mercure, RNC Média, qui demande à quel moment le reste de la communauté, l'étape 10 dont Mme Châteauvert faisait référence, pourra-t-elle obtenir son vaccin? Donc, pour le moment, c'est difficile de se positionner car on est dépendant de la disponibilité des vaccins qu'il y aura au Québec. Par contre, ce qu'on a comme information du ministère, c'est que ça va bien au niveau de l'approvisionnement pour le moment. Puis, ce qu'on s'attend, c'est que ça aille en s'améliorant dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, on pense à une vaccination pour la catégorie 10 en période estivale. Donc, c'est ça. Présentement, on a du Pfizer et du Moderna comme vaccins qui sont déployés et on s'attend à d'autres sortes de vaccins là, qui vont aussi être disponibles au Québec. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Quelques personnes qui assistent au webinaire sont craintives par rapport au vaccin. Quels sont les effets secondaires suite à l'obtention du vaccin? Donc, en général, les réactions les plus fréquentes sont des réactions locales, c'est-à-dire au site ou près du site de vaccination. Donc, on parle d'un rougeur, d'une douleur ou d'un peu d'un flou aussi. Et des fois, il y a des personnes qui peuvent avoir une fièvre ou sont un peu
de malaise dans les 24-48 heures suivant la vaccination. Souvent, ces effets ne durent pas longtemps, mais si toutefois quelqu'un constate des réactions importantes, la personne peut toujours consulter et ce type de situations vont être signalées à la santé publique. Mais la majorité sont de réactions locales qui ne durent pas plus de 1 ou 2 jours. Merci beaucoup. Prochaine question, M. Charles Laferrière. Des gens disent des fois, on demande des sacrifices pour la semaine de relâche, mettons. Après ça va être Pâques. Après ça va être à Saint-Jean. Puis après ça va être la fête du Canada. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là qui, oui, sont peut-être tannés, mais qui aussi ont peur qu'il y ait tout le temps autre chose après, puis autre chose, puis autre chose? Merci pour votre question. Vous avez tout à fait raison et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement a pris certaines décisions parce qu'on sait que oui, on n'a pas de semaine de relâche, mais après, il va y avoir quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'ils ont donné un peu de souffle, mettons, dans certaines régions pour que les gens puissent au moins avoir des activités. On sait qu'il n'y a aucune activité. La seule façon d'éviter tout risque, c'est si on est enfermé chez nous tout le temps. Mais on sait que ça, on ne peut pas faire ça pendant des mois et des mois et des mois. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a une évaluation et on voit quel niveau de risque est acceptable et on ouvre des choses. Aussi, il y a des questions qui se posent que oui, en Abitibi-Témiscamingue, il y a des variants, il y a des cas qui arrivent. Comment ça que actuellement tout n'est pas encore fermé? C'est parce que aussi on veut voir si on est capable de limiter la transmission, si on est capable quand même de profiter de ce qui est disponible et ce qui est ouvert, sans nécessairement propager le virus, on va pouvoir avancer. Mais l'enjeu arrive. Je pense qu'il faut que chacun accepte que ça, pour une période de temps, ça va être limité à la famille domiciliaire. Donc, on doit rester dans nos boules familiales. Si on doit faire des choses avec d'autres personnes, ça va être toujours à plus de 2 mètres. Okay? Si on est capable de vivre avec ça, on peut faire des choses quand même. Et si ceux qui sont seuls, ils choisissent quelqu'un d'autre avec qui ils vont toujours faire ça comme une boule, ça permet aussi de pouvoir quand même faire des choses et de pouvoir quand même passer plusieurs mois sans que tout soit fermé. Mais si on ne le respecte pas, c'est ce qui arrive que fait en sorte qu'on doit fermer le tout. Merci. Madame Annie-Claude Luneau. Oui, ma question serait pour Mme Châteauvert. On a entendu un peu plus tôt cette semaine le ministre de la Santé, M. Dubé, dire qu'il y aurait possiblement une plus grande proportion de vaccins concentrés dans la région de Montréal où les cas sont plus importants. Est-ce que vous avez eu de l'information comme quoi il y aurait peut-être une diminution de la distribution des vaccins dans les régions hors Montréal? Oui, en fait, je tiens à préciser là, que les vaccins que nous étions prévus avant cette information-là qui circule, c'était les plateaux que je vous ai parlé tout à l'heure, donc celui qui est arrivé aujourd'hui à Mott's et celui qu'on attend la semaine prochaine. Effectivement, il y a eu une décision qui a été prise au niveau provincial où, dans le fond, notre établissement, on a participé à la prise de décision de prioriser les régions où la situation épidémiologique est plus importante au niveau de la vaccination. Donc, effectivement, il va y avoir un ralentissement, mais ce qu'on a comme information, c'est qu'à partir de la mi-mars, on va recommencer à recevoir de la vaccination. Et à ce moment-là, ce qu'on a comme information, c'est qu'on doit être prêt pour de la vaccination quand même assez massive parce que les doses vont être assez importantes. Donc, simplement, peut-être en complément, d'ici la mi-mars, parce que vous parliez tantôt des 80 ans et plus, est-ce qu'on pense pouvoir commencer les 80 ans et plus avant la mi-mars ou faudrait pas miser là-dessus? Non, en fait, on va être en mesure de commencer les 80 ans et plus au début mars, effectivement. Merci. Ça répondait à votre question? Alors, oui, merci. Merci. Madame Lily Mercure demande à Dr Sobenjo, quand aurez-vous les résultats officiels des 40 échantillons suspectés d'être des nouveaux variants? Malheureusement, nous n'avons pas encore de dates parce que, comme j'ai mentionné tantôt, le séquençage peut prendre plus de temps. Et aussi, déjà, on a des informations qui nous permettent de pouvoir amener des interventions. Donc, ça se peut que ça prenne
quelques semaines, mais lorsqu'on aura des informations, on va pouvoir vous en informer. Monsieur Laferrière. Vous venez de parler qu'on va avoir un ralentissement des vaccins d'ici mars. Est-ce que vous avez des chiffres un petit peu de la quantité qui va être ralentie un peu, qu'on ne recevrait pas? Et vous avez parlé aussi que la santé publique avait été consultée. À quel point elle a été consultée et quelles ont été les démarches qui ont été faites pour être consultée, justement? En fait, c'est pour vous dire que nous n'avions pas d'autres vaccins qui étaient annoncés, comme je vous ai dit tout à l'heure, autres que les 2 plateaux. Donc, on ne peut pas savoir si c'était quoi le ralentissement qu'on aurait parce qu'on n'avait pas d'autres annonces. Puis, pour la consultation de la santé publique, je vais laisser ma collègue, Dr. Mobola, répondre. Oui, merci beaucoup. Donc, en lien avec la consultation, comme vous savez déjà, les directeurs de santé publique de chaque région ont des rencontres avec le directeur national et à cette instance, parce qu'on voit qu'il y a une baisse à travers la province, une baisse dans le nombre de cas quotidiens, mais on voit que les nombres de cas dépassent toujours le 100 dans certains secteurs spécifiquement. Et c'est des 2 régions dans lesquelles, ça c'est Montréal et Laval, et c'est des 2 régions dans lesquelles aussi il y a une présence plus importante des variants qui ne sont pas encore contrôlés. Oui, on sait que nous, on vient d'avoir des résultats, on est avec des variants chez nous, mais aussi dans leur région, c'est plus difficile à cause de la densité populationnelle, c'est plus difficile à contrôler et juste le nombre de personnes qui l'ont, c'est plus difficile à contrôler une éclosion associée à un variant. C'est pour ça que c'est important qu'ils ont assez de ressources de vaccins pour pouvoir avancer rapidement avant de pour freiner. Parce que s'ils freinent la transmission à Montréal, c'est sûr que le risque devient moins pour les autres régions de la province. Merci. Un auditeur demande quels sont les critères pour fermer une école? Dr. Sobanjo, souhaitez-vous répondre? Oui, désolé, j'ai eu de misère à ouvrir mon caméra. Oui, donc les critères pour fermer une école. Donc, il y a des informations qu'on considère. Donc, il y a plusieurs facteurs à considérer. Normalement, on voit le nombre de cas qui sont présents dans l'école. On voit si on est capable de documenter une transmission au sein de l'école et aussi le nombre de classes qui sont touchées. Donc là, dans la situation particulière qu'on a vécue ici en Abitibi-Témiscamingue, on a vu plusieurs cas dans plusieurs classes et c'est une école qui n'est pas une de nos plus grosses écoles. Donc, on n'avait pas beaucoup d'élèves dans l'école, mais on avait des cas dans plusieurs classes et le fait de fermer toutes ces classes, ça fait en sorte qu'il n'y avait pas plus d'élèves qui restaient. Eux aussi, les élèves qui restaient aussi avaient des frères ou des sœurs dans des autres classes. Donc, il y a plusieurs éléments qui font en sorte qu'on peut fermer une école. Mais sachez que la volonté de la santé publique, ce n'est pas de fermer l'école, c'est toujours le dernier recours et c'est lorsqu'on voit que c'est la seule façon de freiner la transmission qu'on va vers cette décision-là. Question de Michel Ducas, Presse canadienne, qui demande « Vous attendez-vous une recrudescence des cas après la semaine de relâche? » Merci, c'est une bonne question. C'est sûr qu'après la période des fêtes, nous avons eu beaucoup plus de cas. Ces temps-ci, on sait que oui, il se peut qu'il y a plus mais il faut se rappeler que pendant la période des fêtes, également, c'était autorisé, c'était permis d'avoir des rassemblements et il y a eu une influence plus importante des gens des autres régions. Pour la semaine de relâche, on ne croit pas que ce sera le cas. Premièrement, parce que les visites ou les activités à l'intérieur des rassemblements privés, dans les domiciles privés, ne sont pas permis, sont interdits. Aussi, la recommandation, c'est que les gens ne devraient pas se rassembler dans des chalets ou des endroits. Donc, on pense que c'est pas le même, on n'est pas dans la même dynamique. Et on sait que depuis longtemps, la population de l'Abitibi-Témiscamingue tient à garder la région dans un palier orange, il tient aux jeunes ouverts. Il veut que la transmission, il ne veut pas voir une propagation de virus au sein de notre région. Donc, on pense qu'avec les mesures qui sont actuellement en vigueur,
et les autorisations que nous avons, ça fait en sorte que le risque associé à la semaine de relâche va être moins grand. Aussi, le fait que le couvre-feu existe encore va aussi limiter les visites à domicile. Donc, oui, il se peut qu'on aura un peu plus de cas, mais on ne pense pas que ça va être le même vigueur, l'ampleur qu'on a vécu associé au rassemblement des fêtes. Madame Luneau. Oui, j'aurais une question par rapport aux tests rapides en entreprise. Ça a été indiqué par le gouvernement du Québec cette semaine que les entreprises qui voudraient avoir accès à des tests rapides pourraient le faire. Je voulais savoir si vous avez déjà eu des demandes dans la région, puis pour quel type d'entreprise peut-être ça pourrait être intéressant. Donc, merci beaucoup pour votre question. Oui, les informations ont été transmises hier. Pour qu'une entreprise soit éligible, il y a des critères aussi. Donc, pour nous, en région, la majorité, une grande partie des entreprises qui répondent aux critères sont déjà soit équipées pour faire leurs tests eux-mêmes. C'est sûr qu'on peut en avoir d'autres demandes. Pour l'instant, il me semble qu'on a une demande, mais on n'a pas plus de demandes. Et encore une fois, il faut qu'il y ait une évaluation de demandes parce que ces tests, ils ont des indications spécifiques. Donc, ce n'est pas des tests à utiliser pour toutes sortes de situations. C'est pour usage dans des situations spécifiques avec un encadrement de la santé publique pour les gestions des résultats. Martin Guédon demande si au cours des derniers jours, il y a eu des cas en milieu scolaire. Oui, dans les derniers jours, nous avons eu des cas qui sont des personnes d'âge scolaire. Mais la bonne chose, c'est que la majorité était déjà en isolement. Donc, quand je parle des derniers jours, je parle depuis lundi. C'était des personnes déjà en isolement ou qui n'ont pas fréquenté l'école dans les derniers jours. Toutefois, dans certaines circonstances, nous avons quand même communiqué avec des parents, même si on sait que ça remonte plusieurs jours. On ne voulait pas prendre la chance, surtout avec l'histoire des variants. Donc, on a quand même demandé à certains parents d'aller passer un test de dépistage pour leurs enfants afin de pouvoir fermer cette porte-là. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, ça mettrait fin au point de presse du jour. Un énorme merci à nos porte-paroles. Merci énormément à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Et bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine.